J'ai souhaité, dans le cadre de cet anniversaire des 25 ans du Psychom, inviter les conférenciers loufoques, non, ils sont très sérieux, excusez-moi, les conférenciers qui vont nous raconter donc la vie et l'œuvre de Marco de Corpeliada. C'est une histoire extraordinaire. Donc merci à eux d'avoir accepté l'invitation. Et puis encore un merci à la Maison des Métallos et à toute son équipe qui a assuré d'en faire. Merci, bonne soirée. Quelques éléments biographiques sur Marco de Corpeliada. Il naît à Tanger au Maroc en 1947. Son père, fils d'émigrés italiens, géomètre de formation, va reprendre l'entreprise familiale de travaux publics. À cette époque-là, Marco de Corpeliada a 28 ans. En 1975, à la mort du père, il suit sa mère et ses 2 sœurs en France, chez les grands-parents maternels à Ozoir-la-Ferrière, en Seine-et-Marne. Après quelques années en France, il va reprendre des études de médecine qu'il avait commencées au Maroc. Et puis, il va interrompre, là on a peu d'informations là-dessus, il va interrompre ses études de médecine pour une longue période de voyage, vraiment une sorte de pérégrination, qui va aller de Belém jusqu'à Port-Harcourt. Il revient en France en 1975, où il apprend le décès de sa mère. Et là, c'est un autre voyage qui commence, celui-là plus douloureux, puisqu'il va faire plusieurs séjours en hôpitaux psychiatriques, quelques passages, la Timone à Marseille, le Vinati à Lyon, Maison Blanche en région parisienne. En 2004, début 2004, il rencontre un thérapeute, le docteur Sven Legrand, qui va jouer un rôle important, je n'en dévoile pas plus, nos conférenciers en parleront, qui va jouer un rôle important dans la vie de Marco de Corpeliada. En novembre 2006, il disparaît près de Leticia, en Amazonie colombienne, lors d'un accident d'avion. Donc voilà les repères biographiques sur la vie de Marco de Corpeliada. Mais laissez-moi vous présenter tout de suite ceux qui sont là ce soir. Je commence par vous, Olivier Vidal. Vous êtes chercheur en sciences de gestion, maître de conférence au Conservatoire national des arts et métiers. Baptiste Brun, vous êtes historien de l'art, maître de conférence à l'université de Rennes 2. Yann Pellissier, vous êtes psychanalyste, vous êtes membre de l'école lacanienne et vous avez à côté de vous une collègue qui est aussi psychanalyste, Dominique de Liège, qui est aussi membre de la même école et écrivain, je l'ai dit. Et puis, professeur Benabou, je viens à vous, si je peux me permettre cette expression. Voilà, alors vous êtes professeur émérite de l'université Paris Diderot, vous êtes historien, écrivain, et je crois que c'est important de le souligner ce soir. Vous êtes le secrétaire définitivement provisoire et provisoirement définitif à titre provisoire de l'Oulipo. Alors qu'est-ce que l'Oulipo? L'ouvroir de littérature potentielle, alors une association, vous en parlerez peut-être un tout petit peu tout à l'heure, qui fait travailler les mots. Mais c'est à la fois pour cette raison et peut-être pour une autre, je crois que votre rencontre avec Marco de Corpeliada est singulière. Je vous laisse nous dire pourquoi, professeur Benabou. Merci. Je suis très touché que vous me donniez la parole en premier. L'affaire Marco de Corpeliada est pour moi une affaire de famille, comme vous savez. Je n'ai pas connu personnellement Marco de Corpeliada. Je l'ai connu par l'intermédiaire d'un de mes cousins, Raphaël. J'appartiens à une famille où il y a beaucoup de cousins. C'était celui que j'aimais le plus, avec qui j'étais le plus lié. Et comme il a fait quelques années en hôpital psychiatrique, il n'était pas très bien vu dans la famille. J'étais à peu près le seul à avoir gardé des contacts avec lui. Et un jour, il m'a fait venir chez lui, comme s'il avait eu un pressentiment. Il m'a remis un tas de papiers, ça ressemblait un peu à ça. Il y avait aussi des feuilles un peu plus grandes, en me disant « Je sais que tu t'intéresses aux journaux intimes, je sais que tu t'intéresses à la littérature personnelle, alors voilà, je te donne ça. » Et tristement et malheureusement, quelques semaines après, il est mort dans un accident de voiture. Donc, j'ai découvert Marco de Corpeliada de cette façon dans ce journal. Alors, mon cousin eh bien, avait l'habitude d'écrire un peu ce qui lui passait par la tête, et j'ai été amené à mettre au point ce journal, à le transcrire.
Et très vite... Alors, je vous coupe, mais je crois que le mot de mettre au point et transcrire a ici toute son importance, parce que je crois que les conditions d'écriture dans les hôpitaux psychiatriques n'étaient pas toujours, si j'ai bien compris, favorables. Donc, c'est griffonné quelquefois sur des feuilles médicales ou ainsi de suite. Il y a eu un vrai travail de déchiffrage. Exactement. Là, il y a du eu journal, un travail de déchiffrage, bon, ce qui ne m'a pas trop gêné parce que je suis un peu habitué. Et donc, très vite, j'ai remis tout ça en ordre, et très vite, je me suis aperçu que, après quelques fâcheuses, avec quelques remarques sur les difficultés de l'hôpital, mon cousin, Raphaël, avait été littéralement fasciné par ce personnage. Et voici comment entre Marco de Corpeliada dans son journal. Je vais vous lire tout simplement ce que mon cousin, avec son enthousiasme et parfois une certaine grandiloquence, écrivait. Voilà. Foin de ces petites misères hospitalières. Heureusement, j'ai trouvé ici, pour me consoler de tout cela, l'étonnant, l'incroyable Marco. Marco de Corpeliada, il ne paye pas de mine à première vue. J'ai pourtant été tout de suite frappé par ses yeux, qui semblent toujours à la recherche de quelque chose, quelque part. Nous partageons désormais la même chambre, une chance pour moi. Entre nous, l'entente a été immédiate. Dès les premiers mots échangés, nous découvrons attendris nos racines communes, notre cher Maroc. Comme nous avons le même âge et à quelques dizaines de kilomètres près, nous aurions pu fréquenter la même école, le même lycée, bref, être amis d'enfance. Alors, dans un élan mutuel irrésistible, nous décidons que nous le sommes déjà, amis d'enfance, et plus encore frères, et plus encore frères jumeaux, ou plutôt, comme il aime à dire, gémeaux. Mais oui, il préfère ce terme un peu archaïque parce qu'il est le quasi-équivalent phonétique de « j'aime mot ». Et c'est cela précisément qui a favorisé notre intimité, notre amour commun pour tout ce qui touche au mot. Chez Marco, cela a pris les dimensions d'une véritable passion. Ici, on n'hésite pas à parler à son sujet d'addiction, ce qui d'ailleurs le laisse de glace. Il m'a dit un jour en riant « Tu sais, Gémeaux, je dois beaucoup, presque tout au mot. Il m'aide à penser droit. Et c'est un plaisir de le voir à l'œuvre. Tout lui est bon en toutes circonstances. L'autre soir, il n'a pas hésité à apostropher notre brave aumônier. Un conseil, camarade aumônier, si votre ami Jésus revenait sur terre, il faudrait lui suggérer de refaire le coup des noces de Cana. Il y gagnerait une sacrée popularité auprès des jeunes d'aujourd'hui, car ce seraient les noces de Cana bis. Pas plus tard qu'hier, voyant passer l'interne de service avec une pile de dossiers, il lui a lancé « Ah ah, voilà donc tout ce que vous essayez de nous faire en dossier !» Et à la pauvre infirmière de jour « Ah ah, vous me faites marrer avec votre observation clinique. Est-ce que vous pouvez me dire ici qui clean qui et qui nique qui ?» D'ailleurs, je crois que faire la nique va jouer un rôle chez lui assez important. Très important. Si vous me permettez, je vais continuer. Ah ben avec grand plaisir, professeur. En fait, ce qu'il aime par-dessus tout, c'est tordre les mots pour les forcer à avouer ce qu'ils essayent de cacher. Par exemple, il est littéralement fasciné par les anagrammes. Il appelle cela des équations de lettres et il y cherche en permanence des équivalences lourdes de sens. Et puis, comme il est content que ses parents lui aient donné comme prénom Marco, l'anagramme de Maroc. Marco, Maroc, Maroc, Marco, Marco, Maroc. Il répète cela certains jours avec délice, comme une ritournelle. Autre chose, comme les kabbalistes, il voit des acronymes partout. Mais je dois dire que ce qui me sidère le plus, c'est qu'il lui suffit parfois d'un simple découpage pour changer complètement notre perception de certaines réalités. Ainsi, de la simple désarticulation phonétique du mot épilepsie, il a su tirer une de ses principales règles de survie qu'il m'a aussitôt généreusement communiquée et que j'ai bien entendu adopter. Et oui, de épilepsie, il a fait épi-les-psy en 3 mots. Et je dois dire que nous les épions. Et de quel œil vigilant ces psys qui nous gouvernent et qui d'ailleurs de leur côté nous épient aussi. Oui. Merci. Je crois qu'on voit à quel point ce journal est un document précieux sur le côté combatif de Marco de Corpeliada, comment le mot va aider à Le mot est une arme. Le mot est une arme, tout à fait. Alors, je vois, vous avez beaucoup, on voit bien ces mots-là qui vont servir d'armes, on vient de le dire. On a dit que vous étiez membre de l'Oulipo, cette association qui fait travailler les mots. Alors, à l'Oulipo, si j'ai bien compris, on ne peut pas postuler, non. On est désigné.
Oui, en quelque sorte. On est coopté. Alors, est-ce que Marco de Corpeliada aurait été coopté pour son inventivité? Eh bien, écoutez, il n'y a pas de doute que Marco est dans la lignée de ces grands joueurs de mots depuis le marquis de Bièvre, le prince des calembours, vous savez, le prince du calembour au XVIIIe siècle, avec Alphonse Allais, avec Jean-Pierre Brisset, avec Léris même. Il est dans cette lignée-là, mais je crois qu'il n'aurait pas été à sa place à l'Oulipo malgré cela, parce que ses ambitions étaient bien au-delà du langage. Et ce n'est pas seulement le langage qui l'intéressait, c'est, nous allons le voir, bien des choses beaucoup plus importantes à ses yeux que le simple langage. Merci beaucoup, professeur Benabou. Je vous invite pendant cette conférence à intervenir quand vous voulez, parce que je crois que le journal révèle d'autres informations sur Marco de Corpeliada. Je me tourne vers vous, Dominique de Liège, parce que je crois que c'est un peu par le biais de l'intime. On va pénétrer peut-être dans le milieu familial, parce que je crois que vous avez bien connu une des sœurs de Marco de Corpeliada. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît? Oui, en effet, comme le professeur Benabou, je n'ai pas eu le plaisir de rencontrer Marco directement, mais j'ai très bien connu sa plus jeune sœur, Julie, parce qu'on s'est trouvés en pension, dans la même pension en Seine-et-Marne, toutes les deux. Et Julie était très préoccupée par son frère, et on passait toutes nos récrés à discuter ensemble avec Julie de Marco. Et je peux vous raconter plein d'anecdotes, mais... quelques-unes. Parmi tant d'autres, en philo, on avait une prof de philo qui était assez formidable. C'est la première fois que j'ai entendu parler de Lacan. Pour vous dire, quand même, dans les années 60, c'était quelque chose d'assez rare. Et elle s'appelait Mademoiselle Lagarce. Ça ne s'invente pas non plus. Et Marco, aimant les anagrammes, comme disait le professeur tout à l'heure, Lagarce, c'est la grâce, n'est-ce pas? Et Mademoiselle Lagarce avait été déportée, elle sortait d'un camp de concentration, elle était maigre comme un clou et elle n'avait pas d'appétit, elle grignotait des petits biscuits tout le temps entre les cours. Et avec Julie, on se disait, elle est anorexique. Mais Marco, lui, il avait un autre usage de ce mot-là. Lui, moi je vous dis ça, ça me vient comme oui, ça. Il allait à un groupe de parole dans un hôpital, et il était tombé amoureux d'une jeune fille qui était mince comme tout, mais qui ne voulait pas de son amour à lui. Et il l'appelait l'amorexique, en mettant un A privatif à l'amour. Hein. Voilà. Oui, on retrouve là ce dont le professeur Benabou nous parlait. Alors, peut-être un mot, parce que je crois qu'à travers Julie, vous avez connu un peu l'univers familial, peut-être nous parler un petit peu de l'autre sœur. Je crois qu'il y a une autre sœur. Oui, parce que Marco avait une grande sœur et une petite sœur. Et la grande sœur, dans la famille, on l'appelait la grande belle. Et Julie, la petite sœur, ma copine, disait bah, moi, je dois être la petite moche si l'autre, c'est la grande belle. Mais avec Marco, ils avaient donné un autre surnom à la grande belle. Ils l'appelaient PQR. Parce que dans la maison de vacances des parents, dont tous les murs étaient peints en blanc, un jour, elle avait acheté du papier hygiénique rose. Et ça avait énormément choqué Marco et Julie, qui donc appelaient la frangine PQR. Bon. Alors, je crois qu'au-delà de... Il y a eu ce jeu de mots, mais je crois que cette sœur... là, n'a pas joué le meilleur des rôles. Hein. Oui, je crois qu'il y a une anecdote là qui est moins drôle pour Marco de Corpeliada. Oui, oui, elle était assez... elle ne supportait pas du tout les Marco. Et par exemple, un jour, je vous la raconte. Oui, oui. Elle avait entrepris de vendre la table en bois de la maison familiale. Mais pour Marco, tout ça, ça avait du sens. Et non, pas de la vendre, de l'acheter. D'ailleurs, et de la jeter, parce qu'il y avait des petits vers qui bouffaient du bois, qui avaient grignoté la table, et il y avait des petits tas de poussière partout, et donc elle trouvait PQR, elle trouvait que c'était moche, donc elle a dit on va se débarrasser de ça. Et Marco a dit mais non, moi je vais trouver une solution, j'ai trouvé le remède
on va leur mettre du, il voulait dire du xylophène, qui est le produit qui bouffe, qui nettoie ce que bouffent les petits trucs, les vers du bois. Il a dit, je vais leur mettre du schizophrène. Et PQR, elle n'a pas attendu une seconde, elle a appelé le SAMU et venant, il a été hospitalisé en psychiatrie une autre fois. Oui. À cause de cette table et de cet incident. Voilà. Peut-être un petit mot quand même sur le père. Alors, oui, parce que le père avait une particularité. À l'époque, c'était une maladie. Bon. Il aimait s'habiller en femme et il aimait les hommes. En fait, on dirait qu'il était homosexuel, quoi. Et donc, Marco, c'est d'ailleurs ce qui expliquera, mais je le redirai peut-être tout à l'heure, pourquoi il s'est comme ça projeté dans le médecin qui s'est occupé de lui. Donc, il n'avait pas d'image d'homme, vraiment. Et d'ailleurs, Marco, en rigolant, disait on n'est jamais trop aidé en voyant son père. Bon. Je crois que les sœurs ont réagi d'ailleurs d'une certaine manière, elles ont, de manière défensive, si j'ose dire, oui, par rapport à ce père homosexuel. On peut dire ça. Elles se sont toutes les deux mariées avec des hommes qui avaient plus de 20 ans de plus qu'elles-mêmes pour être certaines que leur père n'allait pas leur piquer leur mec. Hein. Et il y avait un esprit combatif chez Marco de Corpeliada. Et la mère, enfin, oui, la mère disait à Marco, tu me vengeras. Elle disait ça. Elle disait autre chose. Alors tu me vengeras peut-être de la quoi? souffrance qu'elle a eue à vivre avec cet homme qui n'était pas vraiment un homme tel qu'on pouvait l'imaginer, quoi. Et elle disait aussi, il faut prendre des mesures. Et comme vous le disiez tout à l'heure, Marco, son père était géomètre. Donc les mesures, les mètres, tout ça, ça faisait partie de la famille, quoi. Et alors, évidemment, le premier truc que Marco a mesuré, vous le devinez, évidemment, c'est son petit zizi. Certains ont deviné, je crois. Ouais. Et d'ailleurs, à ce propos, il me revient une autre anecdote que Marco avait racontée à Julie. Parce que Marco, il était contre les barrières, si j'ose dire. Et un jour, il prenait le métro et il voyait qu'il y avait un petit carré où il y avait un type assis, mais que personne ne venait s'asseoir autour. Alors, il était noir, africain. Et alors, il dit, les gens sont incroyables quand même, racistes, etc. Donc, il va s'asseoir en face du mec et il s'aperçoit que le type, bon, il était noir, il avait un survêtement noir, mais il avait ouvert son pantalon et il sortait un magnifique zizi noir de belle taille, comme vous l'imaginez. Voilà. Rien, il a regardé, il n'a rien dit, bon, il a rigolé. Ouais. Ah, il n'a pas osé. S'il avait eu un appareil photo comme on a maintenant, il l'aurait pris en photo, sûrement. Donc voilà, je crois que c'est important de garder à l'esprit cette... Ouais. Il faut prendre des mesures. Absolument. On va voir que ça va jouer un rôle dans le parcours de Marco de Corpeliada. Ouais. Mais Yann Pellissier, je crois que vous avez travaillé en institution avec le docteur Sven Legrand et vous allez peut-être nous dire comment à un moment vous avez rencontré un patient qui s'appelait Marco de Corpeliada. Alors, pas plus que le professeur Benabou ou Dominique Deliège, je l'ai rencontré directement. Hein. Enfin, je le croisais comme ça à l'hôpital de jour, mais je n'ai jamais eu d'entretien avec lui. Je peux vous dire, j'ai envie de vous parler de la première fois où j'ai entendu parler de lui, c'était parce que c'est lié à un souvenir très précis, c'est celui d'un grand silence. Beaucoup ici travaillent à l'hôpital, ils savent ce que c'est les réunions de synthèse, on est 30 là autour de la table, et tout d'un coup un grand silence s'abat sur notre réunion de synthèse, au moment en fait où le docteur Sven Legrand, qui avait devant lui une bonne pile de dossiers, c'était tous les dossiers des endroits par lesquels était passé Marco de Corpeliada, et il tire de cette pile une liste de diagnostics qu'il a eu, qui lui ont été donnés dans tous ces hôpitaux. Et là, on est quand même resté un peu, trivialement, sur le cul. On s'est tous regardé, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai envie de vous lire cette liste telle qu'elle nous a été donnée ce jour-là. 20.2, schizophrénie type catatonique continue. 93.3, problème relationnel dans la fratrie.
40.1, phobie sociale. 65.8, frotteurisme. 60.0, personnalité paranoïaque. 63.0, jeu pathologique. 52.9, troubles sexuels non spécifiés. Donc c'est là qu'on se regarde, mais qu'est-ce que c'est que tous ces diagnostics? Qu'est-ce que c'est toutes ces incohérences? Et puis si vous me permettez aussi, tous ces chiffres, au-delà de la multitude de diagnostics, des chiffres associés au diagnostic. Ce qui peut, oui, bien sûr. Qu'est-ce que c'était tous ces chiffres? Et si vous voulez, je peux vous en dire un mot. Oui, peut-être. Ces chiffres nous viennent directement des États-Unis. Hein. Ils constituent l'armature centrale d'un manuel qui s'appelle le DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Disorder, hein, notez bien. J'ai souvent tendance à dire diseases. Il n'y a plus de mental diseases, on ne parle plus de maladie mentale, mais de troubles mentaux. Et ça constitue quand même dans la culture des psychiatres un changement, je ne sais pas dire de changement de paradigme, mais enfin un changement assez considérable. Donc manuel statistique et diagnostique des troubles mentaux. Il est d'utilisation obligatoire en France, au moins au moment de la sortie des patients, de coder avec ce manuel. C'est une des fiches essentielles d'une mise en fiche très ordonnée des patients dans un logiciel qui s'appelle Simez. Bon, Simez, ah oui, l'historien de l'art, bien sûr. Oui, évidemment. Oui, je reviens à Marco de Corpeliada. Marco de Corpeliada ne voulait pour rien au monde être épinglé à ce type de Simez-là, hein, et surtout de façon chiffrée. Parce que pour lui, c'est clair que tout diagnostic fait injure, hein, qu'il soit de la grande tradition psychiatrique ou qui vienne du DSM. Mais la pointe de l'injure, c'est absolument clair, c'est le chiffre, ce 20.2, 50.9, etc., qui viennent l'épingler. Or, ce qui est remarquable, le début, c'est qui va lutter chiffre à chiffre contre ces diagnostics. Par exemple, à 20.2 schizophrénie type paranoïde continue, il va répliquer quoi? 20.2 crevette entière rose cuite. Alors, suivant quelle logique? Eh bien, il l'explique très bien dans un mail que je vais vous lire, qui est là. Ou peut-être vous pouvez le lire, Jean-Luc Deschamps, parce que vous avez une voix qui est plus... Écoutez, porte mieux. C'est avec votre autorisation, parce que je crois que c'est un document médical, hein, donc je me permets de le faire avec votre autorisation. Cher Dr Sven, je viens de saisir pourquoi la logique des codes du DSM-4 et donc celle des diagnostics étiquettes que l'on m'a collés m'échappe. C'est qu'ils, les docteurs du DSM-4, sont de mèche avec les mecs qui font les codes des produits de Picard surgelés. Ils utilisent les mêmes codes. J'ai l'habitude des catalogues Picard où j'achète toujours les mêmes produits, vu que j'aime pas sortir faire des courses, et dès que je mange un truc une fois, je continue à en manger pendant 6 mois ou plus. Et j'ai vu que les 3 derniers chiffres des catalogues et les 3 premiers du DSM sont les mêmes. Exemple, 20.1, schizophrénie type catatonique continue, crevette rose entière cuite. 25.0, trouble schizoaffectif type bipolaire, 2 pis saladières, oignons, fromage, anchois. 42.0, trouble obsessionnel compulsive, carotte en bâtonnet, cuite vapeur. 45.0, somatisation, moule en coquille. 41.1, anxiété généralisée, pizza 3 fromages. 52.5, vaginisme, sauté de veau, épaule et sous-noix sans os. 60.0, personnalité paranoïaque, pomme rissolée XL. 65.4, pédophilie, poirier mousse de vanille avec morceaux. 90.9, hyperactivité, succès aux noix. J'ai pris ces exemples au hasard, mais vous savez comme moi que le hasard n'existe pas. Et c'est pas pour des prunes que moule en coquille correspond à somatisation, ou sauter de veau sans eau à vaginisme, et qu'un trouble bipolaire renvoie à 2 pis saladières. Non? Bon, je m'arrête là. Je voulais absolument vous faire part de cette découverte qui va sans doute changer beaucoup de choses en psychiatrie, et sans doute aussi dans ma vie. Cela me donne beaucoup de travail. Je vous raconterai lors de notre prochain groupe. À bientôt donc, votre très reconnaissant Marco D.
Si Merci vous me à vous. permettez, Oui, je vous en prie, professeur Benabou. je crois que mon cousin avait remarqué comment, Oui, n'hésitez pas. avait remarqué comment cela avait commencé, cette affaire-là. Cette découverte, en quelque sorte. Absolument. Un jour qu'il sortait de l'hôpital avec son dossier et avec le dossier qui donnait son diagnostic, qui était personnalité paranoïaque 60.0, il était en train de commander chez Picard un plat. Et il s'entendait commander chez Picard le même plat avec son numéro, c'est-à-dire pommes de terre rissolées XL. Et c'est là que l'illumination, je vous ai dit qu'il était en permanence, il avait les yeux à la recherche, toujours en train de chercher quelque chose, c'est là que l'illumination lui est apparue et il a vu tout de suite le lien entre les deux. Et c'est un long passage du journal de mon cousin que j'ai résumé brièvement. Très bien, écoutez, je vous remercie parce que là, on a presque la découverte en direct avec votre cousin Raphaël. Je crois que tout le monde n'est peut-être pas encore expert avec ce fameux DSM dont vous nous avez parlé, Yann Pellissier. Peut-être vous pouvez, pour la suite de cette conférence, nous faire un point rapide, si je puis me permettre, sur ce DSM. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Il y a pas mal de livres qui sont parus. On voit quelques DSM affichés. Ces dernières années. Beaucoup de livres sont parus ces dernières années sur le DSM en France. Je vous signale celui de Maurice Corcos. Et le aussi titre, peut-être. Le titre, si vous voulez bien. Parce que... L'homme selon le DSM, le nouvel ordre psychiatrique, et un qui donne des informations très exhaustives, qui est « Qu'est-ce que le DSM ?» de Steve Demazeux. Alors c'est une aventure, ce DSM, c'est quelque chose qui commence il y a un siècle, en 1918 aux États-Unis. Il faut savoir qu'il existe une forte tradition psychiatrique, une forte tradition statistique aux États-Unis. Au début du XXe siècle, il n'y a pas de tradition psychiatrique aux États-Unis. La tradition psychiatrique, elle est française, européenne, avec les noms que vous connaissez, de Pinel, d'Esquirol, de Kalbaum, de Créplin, de Bleuler, etc. Mais il y a une forte tradition statistique. Et en 1918 paraît ce premier manuel statistique à l'usage des institutions pour les aliénés. Il s'agit de classer des flux de malades, ceux qui rentrent, ceux qui sortent, ceux qui rechutent. Toute petite parenthèse, je vais aller vite quand même. Un des problèmes pour le DSM à venir, un des nombreux problèmes, c'est qu'au fur et à mesure du temps, de statistiques, l'usage va devenir diagnostic, et vous admettrez que faire des statistiques ou poser des diagnostics, c'est quand même deux activités humaines passablement différentes. Donc 1918, première parution de ce manuel. 1921, deuxième parution. 1923, troisième parution. 1925, quatrième parution. 1928, cinquième parution. 1930, sixième parution. 1934, septième parution. 1938, huitième parution. J'avais dit de faire vite. 1940, neuvième parution. 1942, dixième et dernière parution de ce premier manuel. 1952, première parution du DSM proprement dit. DSM 1, 132 pages, 95 troubles. 1968, DSM 2, 203 pages, 159 troubles. 1980, DSM 3, 533 pages, 257 troubles. 1987, DSM 3, version révisée, 624 pages, 292 troubles. 1994, DSM 4, 895 pages, 307 troubles. Je vais vite, 2000, DSM 4, version révisée, 915 pages, 328 troubles. Et 2013,
DSM-5, 1006 pages, 573 troubles. Voilà ce qui pèse sur Marco de Corpeliada. Ceci dit, des catalogues Picard, il y en a eu beaucoup aussi. Hein. Bon, d'accord. Effectivement, je crois que la réponse est assez futée. Mais les catalogues Picard font partie de la façon dont il va se résister, dont il va se soulever contre le DSM. Hein, vous avez vu tout à l'heure comment il réplique justement Picard, enfin au DSM. Mais c'est vrai que s'il en était resté là, même s'il a eu beaucoup de catalogues, il est certain que ça n'aurait pas franchi de beaucoup les grilles de l'hôpital. Hein. Si nous sommes là pour en parler aujourd'hui, c'est parce qu'il a poussé son acte de soulèvement jusqu'à fabriquer la fabrication d'un objet. Voilà. Alors pourquoi un maître? Alors bien sûr, il y a cette histoire de son père qui était arpenteur, géomètre. Mais un maître, parce qu'il a à juste titre, constaté que les principaux chiffres codants du DSM sont les trois premiers. Donc 0,999, 1000 cases dans le DSM principal, pas uniquement, mais 1000 cases principales, 1000 mm sur 1 mètre, et donc la possibilité d'inscrire ces correspondances DSM Picard sur des mètres qu'il a, avec l'inventivité langagière dont on parlait, appelés des schizomètres. Et là, je vous donne tout de suite la parole, Baptiste Brun, parce que c'est cet homme au schizomètre qui vous a intéressé en premier lieu. Oui, bonsoir. On y arrive. À ces schizomètres, effectivement, je vais pas m'attarder peut-être sur le travail qui a été effectué autour de ces objets, hein, qui sont, comme M. Pellissier l'a dit, donc des mètres, qui sont des mètres de dimensions variables sur lesquels donc Marco de Corpeliada va en quelque sorte, au travers d'une mise à l'ouvrage, bien visualiser ce qu'il vient de découvrir. Hein. Il y a toujours des formes d'aller-retour que l'on va voir, et peut-être que vous avez déjà pu regarder les quelques objets qui sont exposés ici. S'il est une inventivité langagière, et que, pour reprendre les mots du professeur Benabou, les mots l'aident à penser droit, j'ai envie de dire que les objets qu'il façonne aussi vont l'aider à penser droit. Et donc il va visualiser ce savoir qu'il fait émerger ici cette première découverte ici, qui consiste à voir cette correspondance entre le DSM-4 et les catalogues des surgelés Picard. Alors, ce qui est intéressant, ce sont que c'est des objets qui sont d'une grande économie de moyens, hein, avec une finesse dans l'exécution ici. Hein, de Corpeliada, il faut l'imaginer ici au travail, hein, répertoriant de manière très besogneuse, maniaque, hein, ces correspondances au sein d'un fichier Excel, tout simplement, puis les imprime, va les découper soigneusement et les coller au millimètre près, ces correspondances, afin de bien les signifier sur le mètre, de bien les voir. Je vous montre quelques détails ici qui sont pris sur ces différents schizomètres, hein, qui sont soit des mètres de couturier, soit des mètres de charpentier. Donc en 32.3, là vous le voyez tout en bas, un trouble dépressif majeur, épisode isolé, baigné aux pommes à réchauffer, 40.1, phobie sociale, c'est 40 points, donc à 40 cm et 1 mm, le potagionnais, potiron, pomme de terre et mental, ou encore en 42.0, trouble obsessionnel compulsif, les fameux TOC, hein, qui entrent en résonance, j'ai envie de dire, avec les carottes en bâtonnet cuit de vapeur. D'autres exemples ici, on parlait de l'amorexique tout à l'heure, mais en 50.0, les champignons de Paris émincés, le sac de 1 kg, anorexie mentale, anorexia nervosa, 52.4, éjaculation précoce, hein, 52 cm, 4 mm, côté Chine, pièce de 140 grammes environ, ou encore en 52.5, le vaginisme, dont il a été question aussi, qui, à 52 cm et demi, eh bien, l'on voit ici cette correspondance avec le sauté de veau. En vous écoutant, Baptiste Brun, je pense à quelque chose qu'aurait dit Marco. C'est pas en bouffant des champignons émincés que l'amorexique va reprendre du poids. Du poids, ouais. Pardon. C'est sûr. Toujours avec cette idée de l'ingestion qui est derrière, bien sûr. Enfin voilà, hein, pour c'est cette classe de schizomètres, DSM, catalogue des surgelés Picard, et vraiment cette idée ici qu'il y a une mise à l'ouvrage,
pas vraiment envie de dire une mise à l'œuvre et de parler de Marco de Corpeliada comme artiste, c'est des débats qu'on pourrait avoir. Mais voilà, il y a une mise à l'ouvrage en tout cas qui se fait jour et une visualisation de ce savoir, voire qui fait émerger d'autres savoirs. Alors je crois que dans le journal, il est question de ce journal. Il est question de cette trouvaille. Comme d'habitude, mon cher cousin a soigneusement noté cette affaire-là. Voici comment il s'exprime, pardon. Je viens de comprendre une chose capitale concernant mon ami Marco. Outre son goût des mots, sa caractéristique principale, décidément, est son aptitude à faire les rapprochements les plus inattendus, les plus improbables. J'irai jusqu'à dire qu'il est saisi par le démon de l'analogie, comme dirait Mallarmé. Il n'aime pas trop parler de son passé, et malgré notre proximité, il n'a jamais consenti à me révéler quelle formation il avait reçue, sinon qu'il avait entamé au Maroc de vagues études de médecine, vite interrompues. Mais je constate, chaque jour, qu'il a une culture étonnamment vaste, qui embrasse en vrac la littérature, la philosophie, la musique, la gastronomie, le cinéma. Il est persuadé qu'il y a du sens partout, qu'il y a donc un ordre supérieur, et il est constamment à la recherche de l'unité cachée, du principe unifiant qui relie tous ces domaines apparemment si éloignés. Et c'est comme ça qu'il a fini par retrouver l'intuition fondamentale de Pythagore et de toute la tradition pythagoricienne, relayée aujourd'hui par tous ceux qui élaborent sans cesse de nouveaux modèles mathématiques, à savoir que tout ici-bas est nombre, que les nombres sont le principe des choses, en d'autres termes, que les choses ne font que réaliser les virtualités inscrites dans les nombres. C'est cela qu'écrit mon cousin, et c'est cela, justement, qui va donner à Marco de Corpeliada l'idée d'étendre le domaine de sa lutte, de sortir du catalogue Picard et d'aller faire des comparaisons dans d'autres domaines. Et c'est un nouveau moment de sa vie d'artiste qui va commencer comme ça. Alors, Baptiste Brun, reprenez tout de suite la parole, parce que je crois que vos laboratoires de recherche travaillent sur ces nouvelles œuvres. Effectivement, extension du domaine de la lutte, hein, pour reprendre les termes de votre cousin ici, qui est en acte avec ses sources, qui étaient d'ailleurs présentées lors de l'exposition de la Maison Rouge, hein, dans une vitrine. Multiples sources qui vont jouer à nouveau ce système des correspondances. Et quand je dis système ici, vraiment, hein, on va voir comme ça, ce savoir tenter de tout couvrir via ces correspondances. Et comme s'il y avait cette recherche d'une fin, là aussi, dans cette extension générale du domaine de sa lutte, extension générale du domaine des correspondances, on a du mal un petit peu à dater, hein. C'est autour de 2004, en tout cas, que cette extension se fait. De par les correspondances, on arrive à peu près à retrouver cela. Sans doute l'une des premières, du moins qui semble la plus évidente, serait cette correspondance entre DSM-4 et la classification Dewey, qui est une classification universelle du savoir, classification numérique ici, active dans toutes les bibliothèques. Hein, ceux qui côtoient un peu les bibliothèques connaissent cela. Et par exemple, un détail, je m'excuse pour l'image qui est de mauvaise qualité, mais en 20.1, 20 cm.1, sur ce mètre de 1,02 m, schizophrénie type désorganisé continu, qui correspond à christianisme généralité au sein du Dewey, etc., etc. Et donc, chemin faisant, hein, il va y avoir tout un ensemble d'autres schizomètres, d'autres classes de schizomètres, le DSM-4 et la barre Verke-Verzeichnis, donc les cantates, la classification des cantates de Bach, que je ne vais pas appeler pour ne pas écorcher l'allemand, le schizomètre DSM-4, les 1001 nuits, et puis je ne résiste pas à montrer quelques exemples ici du DSM-4, les 1001 films à voir avant de mourir, où vous avez différents schizomètres là, qui complètent ces séries. 00.1, toujours dans cette classe des démences, mais le trouble antérieur, démence de type Alzheimer, le voyage dans la Lune. 05.1, délirium surajouté à une démence à l'ouest, rien de nouveau. 12.0, donc la chevauchée fantastique, intoxication au cannabis. 29.0 à 29 cm, hein, les maîtres fous, le fameux film de Jean Rouch, là on est troublé, trouble psychotique non spécifié.
32.2, troubles dépressifs majeurs, le château de l'araignée. 40.2, phobie spécifique 8,5. 41.1, anxiété généralisée, le guépard. Ou encore, là je vous montre une autre série, hein, autour de 60-70. 64.0, troubles de l'identité sexuelle, voyage au bout de l'enfer. 65 points, transvestisme fétichiste, Alien le 8e passager. 65.4, pédophilie, que le spectacle commence. 71.0, retard mental moyen, l'étoffe des héros. Ou encore 73.0, retard mental profond, le Sans-Soleil, magnifique film de Chris Marker. Voilà, hein, cette extension du domaine de la lutte, extension du domaine des correspondances qui donne naissance à ces multiples ouvrages ou ces multiples œuvres que sont ces classes de schizomètres. Alors, je vois une main se lever, n'hésitez pas. Oui, je vous en prie. Je vois que vous êtes venu avec des ouvrages. Oui. Parce que je n'ai pas connu directement Marco de Corpeliada, mais il se trouve que j'ai travaillé pendant un temps à l'hôpital Maison-Blanche. Il a été hospitalisé là, et en fait j'avais récupéré une partie de ses affaires complètement par hasard, parce que j'avais été visiter les archives de l'hôpital. Je m'intéressais aux archives de l'hôpital. J'ai trouvé, c'était un très gros dictionnaire, on m'a dit qu'il lui avait appartenu, et qu'il avait essayé en fait de faire la correspondance entre les diagnostics du DSM et les citations latines qu'il y a dans les pages roses. Vous en aviez entendu parler? Oui. Alors, il l'a fait, en fait? Non, je n'ai pas trouvé de traces. Je ne sais pas si vous en avez trouvé. Donc, je me suis amusée à faire ça, en fait. Je me suis amusée. Alors, je peux... Oui, avec plaisir. Si vous voulez nous donner lecture. Alors, les pages roses, vous savez, il y a des... Il l'a fait, mais ce n'était pas dans ses œuvres, parce que ces citations ne sont pas numérotées. Ah, d'accord, voilà. Je comprends mieux. Alors, voilà, c'est une petite contribution, comme ça, je me suis dit, c'est l'occasion. Hein. Donc, j'ai cherché des correspondances qui faisaient sens, en fait, et j'ai trouvé, j'espère que ça va vous plaire, 10.3, délirium par intoxication alcoolique, beati pauperes spiritu, heureux les bienheureux, les pauvres d'esprit, heureux les pauvres d'esprit. Bon. 13.20, dépendance aux sédatifs, hypnotiques et anxiolytiques, bis repetita placent. Les choses répétées plaisent. 32.0, troubles dépressifs majeurs isolés, fiat lux. Et puis alors après, dans les pages roses, j'ai trouvé qu'il y avait certaines correspondances, ça correspondait un petit peu plus au Minitel rose. 52.0, baisse du désir sexuel, non nova sed nove. Vous voyez, c'est-à-dire non pas des choses nouvelles, mais de manière nouvelle. Oui, et puis 65.4, pédophilie, va des rétro Satanas. Merci. Merci beaucoup. Hein. Et je vais venir vers vous, Olivier Vidal, parce que je crois que vous avez réussi, vous, à mettre à jour, peut-être, une lacune, je n'ose pas dire le talon d'Achille de Marco de Corpeliada, mais quelque chose aurait échappé à son savoir encyclopédique et vous l'auriez mis à jour. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? De Corpeliada ne croyait pas au hasard, c'est ce qu'il écrivait dans sa correspondance avec le docteur Sven Legrand, et pourtant je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui doivent se dire mais par quel hasard Olivier Vidal se trouve ici ce soir parmi vous. Eh bien, parce qu'effectivement, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychanalyste, je ne suis pas un spécialiste du monde de l'art, je ne suis pas écrivain, je suis enseignant-chercheur en sciences de gestion, et plus spécifiquement en comptabilité. Et donc, qu'est-ce que je fais là? Et bien pourtant, j'espère que vous allez me laisser le temps de avec vous grand expliquer plaisir. Pourquoi de Corpeliada et son œuvre m'intéresse, je crois, tout autant que vous tous ici présents. Alors, je dois dire que j'ai découvert de Corpeliada en 2010, et ça me fait très plaisir de revoir les œuvres ici exposées autour de vous. Ça, c'est vraiment un grand plaisir. Alors, j'étais allé à la Maison Rouge pour voir une exposition qui n'avait rien à voir, qui était des pochettes de disques vinyles. Et c'est à la suite de cette exposition que j'ai pris ce petit escalier qui descendait vers les deux pièces, les deux salles où étaient exposées les œuvres, donc la schizotoise, les portes de frigo, les schizomètres, tout ce travail sur les correspondances qui m'a intrigué, hein, et puis fasciné, intéressé. Mais alors, effectivement, comme vous le disiez, ce qui m'est apparu assez évident, c'est que effectivement, il manquait quelque chose. Il m'a semblé qu'il y avait une lacune. C'est que de Corpeliada avait oublié le plan comptable. Alors, le plan comptable ? Oui, le plan comptable.
ce qu'on appelle le PCG, plan comptable général. Alors, je suis sûr que si on fait une interro, là, peu de gens connaissent ce PCG par cœur. Je ne pense pas que ce soit le livre de chevet de beaucoup d'entre nous. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est ce PCG, Avec grand que plaisir. vous appelez plan comptable général? Je vais vous expliquer ça. Alors, le plan comptable, c'est l'ensemble des règles utilisées par les entreprises pour tenir leur comptabilité, si vous voulez. Alors je me permets de signaler quelque chose quand même, c'est que le premier plan comptable en France date de 1947. Donc 1947, date de naissance du plan comptable. 1947, date de naissance de Marco de Corpeliada. Certains ont vraiment suivi. Hein. Pour quelqu'un qui ne croyait pas au hasard, vous voyez, ça commence à faire beaucoup de coïncidences. Alors, à quoi ça ressemble un plan comptable? En fait, le plan comptable, cet ensemble de règles, s'appuie sur une liste d'intitulés de comptes qui s'accompagnent de numéros. Et alors, d'un point de vue matériel, cette liste de comptes, tous les étudiants qui ont fait de la comptabilité ont pu utiliser ce petit document. Merci. C'est la liste exhaustive donc, des correspondances entre le PCG et le DSM. Je l'ai appelé PCG-DSM. Voilà, et c'est ce travail qui m'a permis de découvrir des correspondances très étonnantes, très troublantes, mais qui m'a aussi permis de comprendre pourquoi De Corpeliada avait renoncé au plan comptable. Ce serait donc un renoncement volontaire. Est-ce qu'on peut dire ça? C'est-à-dire, volontairement, il aurait décidé de ne pas l'inclure. C'est la conclusion de mes recherches. C'est-à-dire que, alors pour comprendre, si vous me permettez, il faudrait peut-être revenir à l'époque où De Corpeliada travaillait, c'est-à-dire au début des années 2000, parce qu'à l'époque, De Corpeliada dispose d'une part du DSM 4 et d'autre part du PCG 99. Or, ce que ne sait pas De Corpeliada, c'est qu'en 1999, les comptables et les normalisateurs ont pris la décision de ne plus normaliser tout un pan de la comptabilité qu'on appelle la comptabilité analytique. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que dans le plan comptable, le fait de supprimer la comptabilité analytique, voilà, c'est que ça a amené les comptables à supprimer tous les comptes de classe 8 et 9, c'est-à-dire les comptes qui commencent par un 8 ou par un 9. Donc, le plan comptable présente de très grandes zones blanches, et ce sont ces zones blanches qui troublent Marco, troublé par le plan comptable. Ça pourrait être un diagnostic supplémentaire, je n'y avais pas pensé. Et donc, parce qu'il cherche ces 1000 cases, hein, il cherche à faire comme les gens du DSM, quoi, à avoir une correspondance de 0 à 999. Voilà. C'est la raison pour laquelle De Corpeliada renonce à travailler sur le plan comptable. Mais c'est la raison pour laquelle, vous l'avez bien compris, moi j'ai travaillé à partir du plan comptable 82. Alors je vous demandais de ne pas lâcher le micro mais de le reprendre, parce que je crois que tout le monde aimerait avoir, comme nous avons eu d'ailleurs avec les présentations de Baptiste Brun et ses travaux, quelques exemples peut-être signifiants de ces correspondances entre le PCG, maintenant on est assez à l'aise, et le DSM. D'accord. Alors, si vous me le permettez, en fait, je voudrais quand même dire autre chose. C'est que le renoncement de De Corpeliada à travailler sur le plan comptable est en soi porteur de sens. Ça a un sens, c'est que De Corpeliada nous rappelle, par ce renoncement, que les classifications évoluent dans le temps. Ce sont des constructions sociales. Et les psychiatres vont créer ou supprimer des maladies exactement de la même façon que les comptables vont créer ou supprimer des numéros de compte. C'est important de le rappeler. Je peux vous interrompre? Oui, je vous en prie. Yann Pellissier. Non, mais Olivier Vidal, vous ne croyez pas si bien dire. Hein. Il faut savoir qu'en 1974, les psychiatres, un collège de psychiatres américains, a sorti l'homosexualité de la liste des diagnostics au vote, alors à 58%. Je crois que personne ne se plaindra de ce que l'homosexualité ne soit pas considérée comme une maladie, mais c'est quand même la méthode. Est-ce qu'on imagine l'OMS sortir, je ne sais pas moi, la tuberculose ou le glaucome de la liste des maladies au vote?
Il y a un problème avec le type de scientificité mis à l'œuvre, c'est évident. Alors c'est comme ça qu'au fil du temps, ils sont rentrés dans la liste. Il y a des maladies qui sortent, hein, mais il y en a beaucoup plus qui rentrent. Hein. Vous avez vu la façon dont les volumes s'épaississent. Hein. Et la timidité devient 40.1 phobie sociale. Les accès de colère deviennent TEI, trouble explosif intermittent. La sexualité compulsive rentre dans la liste. Les achats compulsifs, la dépendance à Internet, etc., etc. À tel point qu'aujourd'hui, 50% des adultes et 83% des enfants américains relèvent d'un diagnostic DSM. Enfin, voilà, excusez-moi. Voilà, et c'est comme ça qu'on apprend que le père de Marco de Corpeliada est mort guéri, puisqu'il est mort en 75, donc il n'était plus malade. Bon, mais On peut dire ça. Dans ces évolutions du DSM, il y a aussi quelque chose que vous ne dites pas, mais c'est qu'il peut aussi y avoir des enjeux financiers hein, derrière. Je pense par exemple à 43.1 état de stress post-traumatique qui était rentré sous la pression des lobbies des anciens militaires de la guerre du Vietnam qui ne pouvaient pas se faire rembourser par leur assurance santé s'ils n'étaient pas considérés comme malades. Ou à l'inverse, si j'ai bien compris... Il y a plein d'exemples. Moi, je ne suis pas expert en DSM, mais j'ai lu, c'est en 2013 le DSM-5, c'est ça, je ne me rappelle plus très bien. À cette époque, je lisais des articles, alors on disait que les laboratoires pharmaceutiques sortaient des nouveaux médicaments qui correspondaient exactement aux nouvelles pathologies. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà préparé en amont la sortie des nouveaux médicaments. Alors, mais bon, ceci étant dit, je faisais cette parenthèse, mais je pense que De Corpeliada, ce n'est pas ça. Ce n'est pas les enjeux économiques et politiques qui l'intéressent. Il ne faut pas partir dans cette voie-là. Par contre, De Corpeliada, je pense que c'est quelqu'un qui est très sensible. Il a une âme d'artiste, si vous voulez, et je pense qu'il est très sensible à une contradiction, à la contradiction entre cette nature subjective des classifications qui sont des constructions sociales et le fait que les psychiatres qu'il va rencontrer à l'hôpital, il les voit utiliser le DSM comme si, en tout cas c'est lui qui l'interprète comme ça, comme si c'était un outil scientifique, rationnel, objectif. Et c'est cette contradiction-là qui participe à sa persécution et qui va le conduire donc à créer les œuvres que l'on sait. Alors vous allez dire que j'insiste, peut-être quelques exemples de correspondance. Alors, effectivement, je vais vous lire quelques exemples, mais bon, je ne vais pas tout vous lire parce que la liste est longue. Je vais peut-être en prendre quelques-unes. Donc pour illustrer donc leur diversité, leur richesse, 10.1 capital, abus d'alcool, 12.0 bénéfices, troubles liés au cannabis, 40.1 dette fournisseur, phobie sociale, 41.0 client, panique, 41.1 créance client, anxiété généralisée, 43.1 sécurité sociale, état de stress post-traumatique, 51.2 banque, troubles du sommeil, 51.4 chèques postaux, terreur nocturne, 51.5 caisse du trésor, cauchemar, 65.3 jetons de présence, voyeurisme, etc. etc. J'aimerais évoquer pour terminer un conte qui me semble un conte vraiment pivot pour comprendre l'œuvre de De Corpeliada, c'est le conte 60.0 achat. Parce que, comme nous le rappelait le professeur Benabou tout à l'heure, De Corpeliada a eu la révélation de cette correspondance entre Picard surgelé et DSM en s'entendant au téléphone dire 60.0 pommerie soleil XL. Il voit traîner cette fiche où il y a marqué 60.0 personnalité paranoïaque. Or, que faisait-il si ce n'est 60.0 un acte d'achat? Ah, je crois qu'on peut applaudir cette démonstration implacable. Yann Pélissier. Oui, est-ce que vous me permettez de revenir un petit peu en arrière, parce que Olivier Vidal, j'ai été vraiment très impressionné par le début de votre intervention, que vous mettez tout de suite le doigt sur cet élément essentiel
des zones blanches. Je peux témoigner qu'à l'hôpital, Marco de Campegliada a tourné en rond pendant assez longtemps avec le plan comptable. Il avait une classification du même type que celle du DSM, qui suivait la même logique, et il n'arrivait pas à faire ces correspondances. Et donc vous mettez tout de suite le doigt là-dessus, et je pense qu'effectivement vous avez raison, c'est bien parce qu'il n'avait pas les classes 8 et 9 que... Voilà. Et à partir de ce moment-là, il s'engage dans une recherche des... Comme on le voit dans ce mail, il s'engage dans une recherche des absences de correspondance. C'est quelque chose qui va complètement le perturber, devenir une obsession pour lui. Peut-être que vous pouvez lire ce mail. Avec plaisir. Voilà. Si vous me permettez, je voudrais intervenir parce qu'il y a là encore un extrait du journal de Raphaël qui parle de ce problème. Je vous le lis. Depuis quelques jours, Marco semble perturbé. La sérénité que lui avait donnée la fabrication méticuleuse de ses schizomètres s'est comme envolée. Lui qui était persuadé qu'il allait pouvoir distribuer tous les objets du monde selon un code unique a découvert un obstacle inattendu. Il y a des manques. Il y a des manques. Cela le trouble profondément et il essaye de les identifier et d'en comprendre la raison. Donc nous nous trouvons évidemment dans la continuité de ce que vient de dire notre ami comptable. Très bien, avec votre autorisation, je vais lire ce deuxième mail. Cher docteur Legrand, je vais vous ennuyer encore avec quelque chose qui ne me laisse plus de repos. Après un groupe du mardi, il y a 2 mois, vous m'avez dit qu'il ne fallait pas exagérer la correspondance entre Picard et le DSM. Je crois justement n'avoir jamais exagéré et j'en étais fâché. C'est pour cela que je ne suis pas venu récemment. Mais je dois bien reconnaître que vous avez raison, c'est absolument vrai, il y a des maladies qui manquent. J'en suis convaincu depuis que j'ai mangé de tous les produits Picard contenant des coquilles Saint-Jacques. Vous serez forcément d'accord avec moi pour dire que tous les produits contenant des coquilles Saint-Jacques ont en commun les coquilles Saint-Jacques. Et vous ne m'enlèverez pas de la tête que toutes les maladies correspondant à ces articles Picard-là doivent bien avoir un lien entre elles, puisque ces articles contiennent justement tous la même chose, des coquilles Saint-Jacques. J'aurais pu aussi prendre l'exemple des champignons de Paris, il y en a plein chez Picard. Eh bien, il existe des articles coquilles Saint-Jacques qui n'ont pas de correspondant. Par exemple, 48.0, noix de Saint-Jacques Argentine sans corail, ou 21.0, noix de Saint-Jacques Japon avec corail, ou encore 92.0, assiette de Saint-Jacques, ne renvoient à rien dans le DSM. C'est incroyable que ceux du DSM ignorent des maladies, à moins qu'ils les cachent, mais la preuve est là. Je serai là mardi prochain, Marco de Corpeliada. Schizomètre DSM4, Picard Coquille Saint-Jacques, hein, ici, où l'on voit justement ce manque qui vient d'être cité, corroboré par le mail que vous venez de lire. En 48.0, un noix de Saint-Jacques Argentine sans corail ne trouve pas son item correspondant au sein du DSM. Et comme cela a été rapporté par le professeur Benabou à propos du journal du cousin Raphaël, hein, effectivement, il y a une forme de panique qu'on sent d'ailleurs dans cette réitération du point d'interrogation, hein, qui est marqué là. Et là, nouvelle classe d'œuvres va apparaître comme une forme de contre, hein, une forme de réplique aussi, d'un coup, à cette découverte à nouveau, nouvelle découverte, nouvelle classe d'œuvres qui fait face, que sont ces portes de réfrigérateur. Hein. Là, je vous montre une des portes de réfrigérateur de la classe 6 du DSM. Vous avez ici tout un ensemble de portes de réfrigérateur, et je voulais signaler quand même la rythmique de l'accrochage quand même ici, où l'on voit quand même ce travail de l'épure chez De Corpeliada qui est assez saisissant, j'ai envie de dire. Mais juste de les décrire, hein, vous irez les voir peut-être tout à l'heure de plus près, mais en fait ce sont des portes qu'il va récupérer ici et là. Il va donc les diviser sous forme de grilles, des grilles sur lesquelles il va apposer des magnets noirs. Sur les magnets noirs, donc en couleur blanche, sont inscrits les items du catalogue des surgelés Picard. Sur la réserve donc blanche du frigo, au marqueur noir, sont écrits les items du DSM. Et donc là, avec
grande évidence, j'ai envie de dire, hein, visuellement, ici, toujours cette pensée visuelle qui fait le travail aussi de Décor Péliada, cette dimension un peu heuristique de ce travail visuel. 65.0 fétichisme n'a pas son item correspondant dans le catalogue des surgelés Picard. En regard, 64.2 Persil haché au sein du catalogue des surgelés Picard ne trouve pas son item correspondant sur cette réserve, vous le voyez, au sein du DSM. Et donc, ce trouble hein, que l'on sent ici à la lecture du mail que vous venez de lire paraît évident et ces portes de Frigon sont assez exemplaires ici de ces manques. Pour faire bref, hein, lors de ma thèse de doctorat, donc j'ai découvert ce travail de Décor Péliada à la Maison Rouge. Je travaillais sur l'émergence de l'art brut à l'époque de Dubuffet quand il forge le concept d'art brut, hein, avec cette ouverture d'ailleurs du foyer de l'art brut en 1947, qui est l'année de création du plan comptable général. Une anecdote brève, c'est-à-dire qu'en voyant ces objets que vous avez autour de vous, j'étais très étonné de voir cela étiqueté sous le label art brut en quelque sorte, parce que d'habitude ce n'est pas là qu'on attend l'art brut. Hein. L'art brut, ce n'est pas tant cela. Et anecdote, donc je vous le disais, peut-être pour vous faire comprendre ce que l'on attend par art brut. J'étais invité dans un repas d'esthète là, du XVIIe siècle, des collègues modernistes, et lors duquel on me présente à l'assistante qui était là réunie, et voilà, Baptiste Brun, vous savez, il travaille sur l'art brut, c'est ces gens qui peignent avec leur merde. Alors, ce qui est, outre le plaisir d'être avec ces gens-là, ce qui est étonnant dans cette anecdote, c'est qu'on voit bien que l'art brut, on attend toujours quelque chose qui est de l'ordre de la couche de peinture, hein, de quelque chose d'éminemment expressionniste, une esthétique expressionniste à milieu de ce que l'on voyait dans l'exposition, hein, une espèce de tartouillade généralisée, c'est ça l'art brut, avec Décor Péliada, une économie de moyens, comme je l'ai brièvement évoqué tout à l'heure, quelque chose qui n'était pas sans évoquer les pratiques de l'art minimal ou de l'art conceptuel, et en quelque sorte, une mise à mal des catégorisations aussi du monde de l'art. Et là, on retrouvait le sens de l'art brut aussi, qui était, pour Dubuffet, cette mise à mal des catégories de l'art. Et l'on voyait là un art brut paradoxalement conceptuel, un art brut conceptuel. C'était assez fou. Et c'est partant de ces réflexions qu'avec des collègues, nous sommes mis à travailler autour de différentes classes d'objets, en tentant d'ériger, en somme, les grilles décorpéliadesques en outils, hein, en méthode, à appliquer comme ça à ces objets de l'histoire de l'art que sont les œuvres. Et donc, ériger les grilles décorpéliadesques, si vous permettez, je vais peut-être rapidement passer sur des exemples, mais voilà, on va vite un petit peu, mais voilà, ça c'était il y a quelques mois lors d'un workshop au MoMA à New York, avec les soupes Campbell de Andy Warhol, 32 sérigraphies. Alors on s'est dit, qu'est-ce que c'est qu'ériger les grilles décorpéliadesques pour travailler ces œuvres? Eh bien, il s'agit de raisonner sur plusieurs chiffres, de prendre des mesures, en somme. Alors, 32 sérigraphies, qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire d'être sur ce numéro 32? C'était trouble dépressif majeur avec des épisodes isolés légers, me voilà rassuré. Mais ici, donc, bon, c'était un peu facile et surtout pas très probant de ne raisonner que sur un chiffre. Donc on s'est dit, on va peut-être aller un peu plus loin avec ces soupes Campbell, que vous savez, Warhol disait avoir mangé chacune de ces soupes, hein, les avait goûtées toutes les unes après les autres. Alors voilà ce que l'on a fait, hein, c'est-à-dire qu'on a mesuré ces soupes Campbell, ces sérigraphies, et l'on s'est rendu compte de choses assez bluffantes, assez troublantes, pour reprendre le vocabulaire décorpéliadesque. 40,6 cm de large, un troublant dans la classe des troubles anxieux. Je vous avoue qu'au moment où j'ai replié le mètre, j'étais assez excité et j'ai redéplié mon mètre pour trouver la hauteur, 50,8, troublant dans la classe des troubles de l'alimentation. Qui plus est, flanqué ici en 50,2 par boulimie et en 50,9 par trouble de l'alimentation non spécifié. Et là, on s'est dit, on tient quelque chose très clairement, ce décorpéliadisme appliqué à la fabrique de l'histoire de l'art nous permettait sans doute de trouver des liens entre ingestion, régime alimentaire des artistes, avec cette hypothèse qui poursuivait une ambition, hein, savoir tenter de saisir comment, à l'heure d'une certaine marginalisation de l'art brut,
et à l'heure surtout où émergeaient les pratiques de l'art conceptuel et de l'art minimal, eh bien, on était aussi au moment de l'émergence de la junk food, et qu'il y avait sans doute là un complexe culturel spécifique, et que nous allions continuer de travailler. Alors là, actuellement, on travaille sur les boîtes de merde de Manzoni pour voir peut-être si ces différentes productions artistiques de la modernité puis de la postmodernité sont le symptôme d'une association étroite entre régime alimentaire des artistes, manière de faire et psychisme de ces mêmes Trouble artistes. de l'élocution. Voilà. Je pense que c'est aussi un autre diagnostic. Merci beaucoup. Désolé de faire cela au pas de course. Hein. Non, mais on l'est tous Vous avez saisi l'essentiel. Autant que vous, Baptiste Brun. Écoutez, nous arrivons là, avec le temps qui nous a été donné un peu aux conclusions. Rapide, peut-être en 2 ou 3 phrases. Je vous demande d'être vraiment très synthétique chacun. Donc la parole est à vous. Elle doit être brève. Je commence peut-être ? Oui, c'est fini. Je dois dire que je... non, je rigole. Je suis très triste, hein, comme mon collègue Baptiste Brun, parce que c'est vrai que j'aurais beaucoup de choses à dire. J'aurais aimé parler de ces absences de correspondance avec le plan comptable. J'aurais aimé parler de ces recherches que je mène actuellement sur la normalisation comptable, le parallèle avec la normalisation comptable et la normalisation psychiatrique. On ne peut pas parler de tout. Juste, puisque vous me demandez un mot de conclusion, je vais essayer d'en glisser un deuxième. Un petit mot, parce que je me tourne vers le professeur Benabou, parce que c'est un peu sous son couvert. Mais en vous écoutant tout à l'heure, je me disais que ces troublant devaient être très traumatisants pour Marco. Bon, je me permets un petit jeu de mots. Et pour terminer, je voudrais dire que Marco, pour moi, c'est le Mendeleïev de la psychiatrie, si vous voulez. Parce que tout le monde connaît Mendeleïev. Je crois que ce chimiste russe de la fin du 19e siècle, vous savez, a créé une classification des éléments périodiques, enfin des atomes, quoi. Et donc il a cherché, mais c'est une classification raisonnée, c'est-à-dire qu'il a cherché à classer tous les atomes qui étaient connus à son époque. Et sa classification le conduit à construire un tableau dans lequel il y a des cases blanches. Et ce qu'il dit, c'est que s'il y a des cases blanches, c'est qu'il y a des atomes qui sont à découvrir. Et les chimistes lui ont donné raison, puisque tout au long du XXe siècle, et encore récemment, quand on découvre un nouvel atome, il a sa place dans la classification. Voilà, pour De Corpeliada, une bonne classification, ce n'est pas une classification qui décrit, c'est une classification qui prévoit. Et c'est pour ça que je dis que De Corpeliada est le Mendeleïev de la psychiatrie. Merci. Baptiste Brun, un mot ? Très rapidement, le fait est que je conclurai sur la notion d'artiste, justement. Ce qui est intéressant, je crois que derrière les numéros, on l'a compris, il y avait quelqu'un qui était là, et une forme de restitution du sujet qui se joue là. Et finalement, d'aller voir chez De Corpeliada le seul artiste, s'il en est un, c'est une nouvelle assignation que j'aimerais éviter, finalement. Et je terminerai là-dessus. Merci. Yann Pélissier ? En conclusion, je dirais qu'il y a une forme de soulèvement, de résistance chez Marco qui est tout à fait exceptionnelle. J'ai écouté un petit peu les débats, je n'ai pas beaucoup les écouter tout à l'heure, mais quelqu'un a utilisé le terme de guerrier. Et Marco De Corpeliada était un guerrier, mais un guerrier qui, je crois, enfin moi me touche beaucoup. Je crois que ce qui nous touche chez lui, c'est qu'il nous rend une part de liberté, parce que si on a beaucoup de gens dans les hôpitaux psychiatriques qui se révoltent contre leur hospitalisation, qui refusent leur diagnostic, qui rejettent leur traitement, je crois qu'on ne voit pas, on n'a jamais vu quelqu'un comme lui retourner de l'intérieur la machinerie dans laquelle il est pris. Et c'est une forme de soulèvement qui aurait certainement intéressé beaucoup quelqu'un comme Michel Foucault. Cette part de liberté, le docteur Legrand à l'hôpital s'en est saisi, puisque après Marco De Corpeliada, il codait systématiquement la même chose, 99.0, trouble mental non spécifié, pour résister aux demandes de l'administration. Hein. Et qui ici, parmi nous, n'a pas un trouble mental, hein, surtout s'il est non spécifié. Et personnellement, dans ma pratique de psychanalyste, Marco De Corpeliada, et ça j'insiste beaucoup, il m'a appris peut-être la chose la plus importante, c'est
à ne jamais utiliser ces cases, à ne jamais mettre quelqu'un dans une case, à ne jamais utiliser de diagnostic. Vous avez derrière vous un panneau où on voit des psychanalystes qui ne respectent pas ça. C'est-à-dire qu'ils ont oublié quelque chose que Freud énonce, qu'il faut accueillir chaque cas comme si c'est le premier, en oubliant tout ce qu'on sait. Merci. Belle conclusion. Dominique de Liège. C'est une phrase que je n'ai pas eu l'occasion de dire, mais que Marco aurait aimé dire. Quand on rit en voyant comment les correspondances entre telles, que ce soit un produit surgelé ou un plan comptable ou un truc comme ça, et ce que disait Marco, qui disait tout le temps belle-mère, parce qu'il lisait des fois que des auteurs qui ne comportaient que la voyelle E dans leur nom, par exemple. Donc belle-mère avait dit « Ce qui n'est pas confirmé par le hasard n'a aucune validité ». Et je trouve que vous nous l'avez démontré tous aujourd'hui. C'est pas pour des prunes que Vidal évoque les médicaments. Enfin, je dis ça comme ça, je pourrais en dire plein. Hein. Il le prend pas mal. Professeur Benabou. Écoutez, je commence par dire combien j'ai été ébahi par tout ce que j'ai entendu et qui me permet de constater que mon cher cousin n'avait pas été aussi exhaustif qu'il aurait pu l'être, malgré son admiration et sa passion pour Marco de Corpeliada. Il était passé complètement à côté du problème de la comptabilité. Par ailleurs, je continue quand même dans l'esprit de mon cousin sur l'idée que Marco était surtout attaché à la recherche de l'harmonie universelle. Et je le classerai pour ma part dans la lignée des Leibniz et des Fourier, constamment à la recherche de l'explication ultime des choses. Et c'est en cela, pour moi, qu'il est un de mes maîtres, une de mes références quotidiennes. Voilà. Je vous demande d'applaudir nos conférenciers.